Klimsat à base 2. Klimsat à base 2. Vous m'entendez? Ferchid tripote nerveusement son oreillette, ce qui n'a pour résultat que de faire monter de quelques décibels la marée de parasites qui crépitent dans l'écouteur. Un vrai régiment de grillons par un beau soir d'été, quand ils existaient encore des beaux soirs d'été. Le pilote lève la tête, rencontre trois paires d'yeux inquiets. Milena, Bonaventure et Barbara bénéficient exactement des mêmes infos que lui. Mais être réunis, ça rassure. Il faut croire. La chaleur humaine. Dans l'espace confiné de la cabine, elle est épaisse, mêlée à des relents de nourriture, à l'acidité résiduelle de l'ozone, à une vague odeur de carburant brûlé. Klimsat à base 2. Vous m'entendez? Insiste Ferchid. Peut-être qu'ils ont autre chose à faire qu'à écouter les planqués des étoiles. Marmonne Bonaventure. Ferchid grimace un sourire. C'est sûr que pour l'heure, on n'est plus peinard à 330 km au-dessus de l'eau qu'en plein dedans, ou juste au-dessus. L'avis de tempête dans le Pacifique a été lancé il y a moins de 24 heures. Des cyclones en train de s'assembler en plein milieu de l'Atlantique Sud, entre les 5e et 10e parallèles. Depuis 10 à 15 ans, la spécialité des cyclones est de faire des petits. Les spécialistes ne savent pas trop pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que ce phénomène est lié à l'effet de serre. Avec un art certain de la poétique de l'épouvante, les climatologues appellent un ensemble de cyclones, se nourrissant les uns des autres, une meute. Une meute de chiens, ou plutôt de loups, qui dévorent tout sur leur passage. 6 mois plus tôt, une meute joliment baptisée The Girls s'est engouffrée dans le golfe du Mexique après avoir ravagé Cuba et la Floride, et a filé sur le Tennessee et le Kentucky. Résultat, 16 000 morts, 3 fois plus de disparus, et on sait ce que le terme veut dire, 22 millions de réfugiés écologiques, qui doivent encore dormir sous des tentes quand il y en a. Quant aux milliards de dollars de dégâts, les comptabilisés toucheraient à l'obscène. Une belle catastrophe, sauf que cette fois c'est pire. Vous avez vu ça? Souffle Barbara. Sur les écrans, l'image synthétisée d'après les prises de vue relayées depuis des dizaines de microsatellites géostationnaires montre un champignon pustuleux, d'un blanc incandescent haut de 15 km. Une colonne d'air chaud qui vient buter contre le plafond froid de la troposphère. Une explosion atomique silencieuse, sculptée dans la crème fraîche qui glisse avec une lenteur de cauchemar sur un fond gris-bleu strié d'éclairs. Direction la côte du Brésil, plus ou moins au niveau de l'équateur. C'est un cyclone mer, le pire des pires, formé par la réunion de 30 ou 40 cyclones attirés par le vide créé à l'intérieur de la colonne principale, de plusieurs kilomètres de diamètre. Une colonne qui doit impérativement être remplie et qui a déjà commencé à se gorger d'eau, comme le ferait un gigantesque aspirateur. Ce monstre a déjà été baptisé El Diablo. Au moins l'hypocrisie n'est plus de mise. Ferchid, sans la main de Milena, se crispait sur son épaule quand une voix se fait enfin entendre dans les écouteurs. Klimsat, ici base 2, vous me recevez? Je vous reçois, base 2, lance précipitamment le pilote. Comment ça va, en bas? C'est François Détoré qui parle, fait la voix crachotante d'un ton subitement moins protocolaire. C'est toi, Ferchid? Le pilote a un mouvement involontaire vers la commande du webcam. Mais il sait bien que les images ne passent plus. Détoré est un ami cher, commandant en second de base 2, la seconde aire de lancement créée non loin de Kourou. Je ne sais pas si je vais pouvoir te parler longtemps, reprend la voix lointaine. Nous avons ici des vents de 14 sur l'échelle de Beaufort, et des pluies démentielles. El Diablo sera sur nous dans... La voix s'interrompt, mangée par une nuée de termites. Dans moins de 20 minutes, complète le timbre affamé de Caruso. François, tu m'entends? François, base 2, répondez, merde! Ferchid s'époumante, tandis que la main de Milena continue de lui labourer l'épaule. Parfois, émergeant des grésillements de mandibules acharnées, la voix du commandant au sol délivre des informations parcellaires. Autant de messages déchirés en vol par les vents monstrueux. Ordre d'abandonner, mais trop tard pour moi, je le crains. On signale un tsunami de 200 mètres de haut.
J'ai envie de voir ça, je crois. Tu crois quoi hurle Ferchid. Fous le camp, imbécile, fous le camp. Mais ces cris sont inutiles, il le sait bien. Le cyclone mer vient d'aborder la côte, colonne torsadée environnée d'une sombre cape de nuages d'encre. En son centre exact, un puits vient de s'ouvrir, l'œil du cyclone, mince colonne de lumière entre la terre submergée et les hauteurs plus paisibles du ciel. Ensuite, nul n'est besoin de suivre la progression du faucheur pour deviner comment les épis sont couchés. Le tsunami poussé par les vents déborde sur les 1800 kilomètres de côte, submergeant tout, arrachant tout, arbres et bâtiments, troupeaux et véhicules en fuite. Une large portion de la forêt amazonienne, déjà tant éprouvée, ploie comme des roseaux dans la mousson. Des racines séculaires jaillissent de la terre, des géants de 100 mètres de haut s'abattent, rangée par rangée. La vague parcourt 300 kilomètres, se fragmente en torrents, redessine une géographie de rizières dans la forêt dévastée. Mais El Diablo n'en a pas fini. On va le voir, gorgé d'eau salée, tracer une route capricieuse, 12 heures encore, jusqu'à ce que la nuit l'absorbe. À travers les deux Guyanes, le Suriname, le Venezuela, la Colombie, l'ouest du Brésil, combien de morts cette fois? On le saura bien assez tôt. Ou jamais exactement, puisqu'un autre cyclone, à l'autre bout de la planète, s'est abattu sur l'Indonésie. Celui-ci, c'est Dragon 3. 24 heures durant, Ferchid appelle et appelle. Ni Kourou, ni Base 2 ne répondent. Le ciel s'est provisoirement dégagé, révélant un paysage d'apocalypse, un semis de flaques criblant la table rase d'un quart de continent pelé jusqu'à l'os. Ils avaient des abris quand même, des bunkers enterrés capables de résister à... Ce n'est pas possible que... Ferchid enrage, ce qui ne l'empêche pas, quand la pression retombe, d'avoir les larmes aux yeux. Alors il se perd provisoirement dans ceux de Milena, ces lacs si lumineux où il peut se noyer en douceur. Fragmentaire, les infos arrivent de par le monde concernant le pire cataclysme climatique que la Terre est connue. Jusqu'au prochain demain ou dans un mois, grommelle cyniquement Bonaventure en se gavant de crevettes en tube. Ils apprennent la nouvelle brutalement par hasard. Kuruwan et tout n'existe plus. C'était la dernière ère de lancement puisque Cap Kennedy a été rasé par The Girls et que Baikonur dort sous 10 mètres d'eau. Ils sont abandonnés dans l'espace. Inutile de vous le répéter, mais je le répète quand même. En tant que commandant de bord, nous avons deux solutions. La première est de tenter une manœuvre de rentrée orbitale par nous-mêmes, sans radioguidage, à bord du module de secours. C'est théoriquement possible, avec de gros risques. Barbara Caruso se tourne vers Verchid, sans obtenir le moindre signe qui viendrait atténuer ses propos, ou l'aggraver. Bien, reprend-elle, seulement si nous parvenons à toucher terre, je veux dire l'océan. Il faut bien être conscient que personne, à moins d'un miracle, ne sera là pour nous récupérer. Sans oublier que nous pouvons tomber en plein dans un cyclone qui nous aplatira comme une boîte de cola, ajoute Bonaventure. Donc il reste la seconde solution. Non, souffle Ferchid. Elle a eu beau parler bas, tout le monde l'a entendu. Et pourquoi non, grogne Bonaventure, ce serait lâche. Une double exclamation souligne le borborigme. Seule Milena est restée coïte. Tu peux t'expliquer, s'il te plaît lance Barbara d'un ton acide. Le pilote remue nerveusement sur son siège, se gratte une joue que, depuis quelques jours, il laisse couvrir d'un poil très noir. C'est en bas que ça se passe, en bas que nos frères et nos sœurs meurent par milliers. De quel droit resterions-nous à l'abri? Klimsat n'est qu'un abri provisoire, intervient Milena, avec son calme de toujours. Nos provisions en nourriture s'épuiseront un jour ou l'autre. Tandis que si nous utilisons les sarcophages, nous pourrions. Non. Le pilote se soulève de son siège si brutalement qu'il rebondit contre le plafond avant de s'agripper au poignet du hublot principal. Ses mâchoires forment un angle dur sur sa peau qui n'a pas perdu son hâle naturel. Cela fait maintenant une semaine
quel Diablo a frappé et que Dragon 3 s'est manifesté avec une malfaisance en moins égale. À travers le verre plus sale que jamais, la planète présente pour l'instant sa face sombre, totalement sombre. Autrefois, elle apparaissait piquetée de milliers de lucioles, signalant, comme autant de lacs d'incandescence, les orgueilleuses mégalopoles en perpétuelle expansion. Elles étaient belles, ces métastases lumineuses, même si elles étaient le symbole de la débauche d'énergie qui a conduit à la situation actuelle. À l'effet de serre, au dérèglement climatique, on ne rejette pas impunément dans l'atmosphère des milliards de tonnes par an de méthane, de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote, tout ça au nom du progrès. Cette situation, pense amèrement Ferchid, j'y ai contribué, j'ai parcouru des centaines de milliers de kilomètres en bagnole, je me suis gavé d'air conditionné dans mon beau logement à Houston, j'ai pris l'avion supersonique je ne sais combien de fois. Sans oublier les 3000 tonnes de carburant brûlé en 3 minutes lors du lancement de ClimSat. Joli paradoxe. À vrai dire, je m'en fous, lâche le pilote en se détournant du hublot, que la démocratie décide. Votons. Qui est pour la première solution? La rentrée, annonce Barbara. Le pilote hésite, lève à demi le bras, le baisse. Je m'abstiens, murmure-t-il. La seconde, cette fois 3 bras décidés se dressent. Les dés sont jetés. Ferchid ne quitte pas Milena des yeux alors que le couvercle du sarcophage se rabat sur elle. Il boit son dernier sourire et ça y est, le dôme d'acier aveugle s'est refermé. Adieu, Milena. Non, au revoir. Pardon. À bientôt, mon amour. Je t'aime. Ferchid prononçant lui-même les mots qu'il n'a pas osé dire à voix haute. Un quart d'heure plus tôt, quand il a une dernière fois gauchement enlacé Milena, quand ses lèvres se sont une dernière fois posées sur les siennes. Ensuite, il a fallu s'enfourronner dans le sarco, non, on doit dire module de survie à fonction vitale abaissée. Ça fait moins définitif. Il n'est pas dans un tombeau high-tech, seulement dans un lit un peu perfectionné qui lui permettra de dormir un bon bout de temps. Un siècle pour tout dire. Un siècle, c'était ça. La seconde possibilité, puisqu'on ne semble plus avoir besoin d'eux en bas, puisque la solution du retour a été repoussée par un vote démocratique. Reste le long sommeil, pas la cryogénie. Non, ce n'est pas au point et ça ne le sera probablement jamais. Seulement un ralentissement extrême de la biochimie interne grâce à une injection qui maintiendra le corps, naturellement nourri par perfusion et bourré de tas de trucs indispensables. Vitamines, oligo-éléments, etc. Dans un état proche du coma profond. Sans oublier le système rotatif destiné à réguler la circulation des fluides. Au bout de 100 ans, l'ordinateur central ouvrira les volets, vous secourra par l'épaule et vous dira « Assez dormi, c'est l'heure d'aller au boulot ». Pourquoi 100 ans? C'est un nombre d'années qui en vaut bien un autre. Calculé peut-être d'après la vieille plaisanterie, les 100 prochaines années seront dures. Mais après ça, ira mieux. L'espoir fait vivre. Les bracelets se sont refermés autour des poignets et des chevilles, du cou de Ferchid, les implants et les aiguilles de perfusion sont en place. Autant de piqûres d'abeilles qui diffusent une onde de chaleur dans son corps. Les modules de Barbara et de Bonaventure sont fermés. Le couvercle du sien se rabat à son tour. Le voilà encoconné, baignant dans une douce lueur rosée qui a l'air de s'assombrir de seconde en seconde, ou c'est sa vue qui lui joue des tours. Il se sent sombré, il a une ultime pensée pour Milena. N'a pas le temps de se dire « je m'endors », qu'il dort déjà.